d'âge, c'est presque 24 ou 25 ans. Et donc ça va être un organisme jeune, avec un esprit jeune, avec de nouveaux outils et des outils modernes pour justement faire évoluer ce métier. Écoutez, j'ai reçu l'invitation il y a à peine moins qu'une semaine maintenant, je crois, ou une semaine, et je ne savais pas de quoi parler. Et je me suis dit, en fait, à travers la discussion que j'ai eue avec une collègue qui est venue m'inviter, et puis avec une autre collègue à vous qui est venue il y a une semaine pour m'annoncer l'événement qui a eu lieu samedi dernier devant le Conseil de l'Ordre, et puis souvent avec les discussions avec les étudiants, je me suis dit, voilà, je vais mettre quelques points avec lesquels on va commencer à entamer un débat. Alors, qu'est-ce qui m'a interpellé? D'abord, votre collègue, il y a une semaine, m'a dit on va s'occuper de la formation d'ingénieurs. Est-ce que c'est réellement le rôle d'un organisme syndical? Oui, bien sûr, un organisme syndical peut mettre les points sur là où il faut, sur les i qu'il faut, ou attirer l'attention sur certaines choses, mais ce n'est pas à lui aussi d'interférer sur la formation d'ingénieurs dans son fond, parce que et ce n'est même pas, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est l'industrie qui doit dicter ce qu'on doit faire dans le cadre de la formation d'ingénieurs. On doit être à l'écoute de l'industrie, mais ce n'est pas l'industrie elle-même qui doit non plus dicter ce qui doit se faire à l'école. Parce que l'industrie a des préoccupations de ces problématiques et des problématiques qui sont d'aujourd'hui. L'ingénieur qu'on forme à l'école va être le décideur d'ici 30 ans. Il va être le grand manager, le grand meneur d'une grande entreprise dans 30 ans. Il sera PDG dans 30 ans. Et donc, la technologie qu'il doit apprendre n'est pas forcément la technologie qui est aujourd'hui, qu'on rencontre aujourd'hui. D'ailleurs, si je prends ce que j'ai appris à l'école, si je vous montre quelle informatique j'ai appris à l'école, vous n'allez même pas vous rendre compte que c'est de l'informatique. Moi, j'ai utilisé les cartes perforées. Et j'ai appris des choses qui existent plus aujourd'hui. D'accord? Si j'étais un très bon technicien en informatique de l'époque, j'aurais été vraiment complètement nul et à côté de la plaque aujourd'hui. Et donc, l'école doit former sur d'autres outils qui permettent à l'ingénieur, sur d'autres outils donc, qui doivent permettre à l'ingénieur de s'adapter, de s'auto-former lui-même et d'avancer par lui-même au fur et à mesure que la technologie avance et progresse. Il doit être aussi prospectif. Lui-même, c'est lui qui doit tirer le système et doit être innovant, inventif, créatif. Et c'est lui qui va créer cette nouvelle technologie. Donc, en fait, l'école doit être à l'écoute du monde industriel, mais l'école doit être aussi doit avoir un esprit prospectif, il doit former l'étudiant pour le futur, non pas pour aujourd'hui. Et c'est pour ça que certains d'entre vous trouvent des difficultés à s'insérer aujourd'hui, parce que l'école n'est pas en train de faire une formation. Bon, l'école d'ingénieur est une école professionnelle. Là, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Ce n'est pas une faculté, c'est une école professionnelle qui va être humaine. Simplement, c'est un technique humaine avec un bac et plus. Mais ce n'est pas une formation professionnelle opérationnelle aujourd'hui. Alors évidemment, il y a des écoles qui forment pour l'opérationnel d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai voulu justement prendre quelques définitions. Alors, en fait, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un modèle de formation d'ingénieur? Je crois que non. Et hier, j'étais un peu sur les dictionnaires, ça m'a conforté. Alors, si je prends la définition française de l'ingénieur, dans un dictionnaire français, le Hachette, il va me dire que l'ingénieur, c'est une personne capable, grâce à ses connaissances, je souligne connaissances, et ses compétences, je souligne compétences techniques et scientifiques, de concevoir des ouvrages et des machines, d'organiser et de diriger des unités de production et des chantiers. D'accord? Donc, en fait, les mots-clés, ses connaissances, ses compétences scientifiques et techniques, ses conceptions, ses organisations et ses esprits de diriger. D'accord? Et une remarque, en France, ils disent que le titre d'ingénieur doit se faire accompagner par la mention de l'école qui a délivré le diplôme. Effectivement, en France, on va dire c'est un ingénieur centralien ou un ingénieur des mines, et ça fait une différence. Donc, l'entreprise sait quel est le profil qu'elle cherche. Donc, en fait, ce n'est pas parce qu'on est ingénieur qu'on est justifié. Donc, l'entreprise sait qu'il y a une différence entre le centralien, l'ingénieur des mines ou l'ingénieur de l'INSI X.
Alors si je prends le dictionnaire anglais, d'abord le mot ingénieur et ingénieur, c'est pas la même chose. C'est pas la même origine. Parce que ingénieur, ça vous laisse comprendre ingénieux. Alors que ingénieur, c'est engine. C'est pas ingenious. D'accord? Ingenious c'est avec I, ou engine c'est avec E. Donc c'est moteur. Et la définition va vous laisser voir que effectivement la conception anglaise et française de l'ingénieur n'est pas la même. Donc si vous prenez, j'ai pris le lendemain hier, il dit it's a person who is professionally trained to plan the making of machines. Making of machines. Right? Roads, bridges, etc. It's a skilled person who controls an engine. Donc c'est un ingénieur opérationnel. Alors que tout à l'heure, on disait c'est des compétences techniques, etc. Et c'est de la conception, c'est de l'organisation. Ce n'est pas la même chose. Et la dernière définition de ingénieur, c'est engine driver. C'est un conducteur de machine. Donc c'est en fait quelqu'un qui est sur l'opérationnel et sur le chantier. Alors évidemment, les deux définitions ne sont pas contradictoires, parce que le marché de l'emploi a besoin des deux. Et effectivement, si on regarde le modèle allemand, on va trouver qu'en Allemagne, pendant des années, maintenant ils ont uniformisé un tant soit peu avec le système LMD, et ils sont restés quand même sur deux approches de la formation d'ingénieurs. Il y a des ingénieurs qui viennent de la technique à universitaire, c'est un peu l'équivalent de notre ingénieur Bac plus 6 dans le temps, c'est le concepteur, donc à la définition française. Et il y a une grande majorité qui vient de ce qu'on appelle les Fachhochschulen, c'est l'équivalent de notre Bac plus 4 dans le temps. Et ce sont des ingénieurs opérationnels de terrain, de chantier, qui vont justement, comme le dit la définition, driver of engines, voilà, control of engine, etc. Alors j'étais un peu plus loin pour voir à Wikipédia, qu'est-ce qu'elle dit. Elle a dit un ingénieur, et au féminin c'est ingénieur, est un professionnel exerçant des activités de conception, d'innovation et de direction de projet, de réalisation et de mise en œuvre de produits, de systèmes ou de services impliquant la résolution de problèmes techniques complexes. Donc j'ai souligné en rouge quelques mots: conception, innovation, direction de projet, réalisation, donc terrain, mise en œuvre de produits et de systèmes et de services, et puis résolution de problèmes complexes, c'est-à-dire aussi des outils qui permettent de résoudre ces problèmes complexes. Donc il continue, ces responsabilités supposent un ensemble de connaissances techniques, d'une part, économiques, sociales, environnementales et humaines, et reposant sur une solide culture scientifique générale. Et j'ai aimé cette définition parce qu'en fait, elle englobe un peu tous les aspects de la formation d'ingénieur. Un ingénieur n'est pas un technicien, contrairement à ce que pensent beaucoup de nos étudiants, donc l'économie humaine, ou le français, les research, etc. Non, c'est pas vrai. Parce que votre premier contact avec l'entreprise, c'est d'abord comment vous allez dire bonjour, comment vous allez vous présenter, comment vous allez écrire votre CV. Il ne va pas regarder quelles sont vos compétences à résoudre une équation différentielle de 2, voire concevoir une machine tournante. Donc, votre premier contact, c'est la communication. Votre premier contact avec le client, vous avez beau avoir la meilleure machine, si vous ne savez pas présenter cette machine à votre client n'achètera jamais. Et puis la compétence économique est très importante, parce que vous concevez la meilleure machine du monde, vous n'allez pas pouvoir la vendre, c'est un coût trop cher. Par la suite, l'ingénieur, de toutes les manières, tôt ou tard, il va être un manager d'hommes et d'activités. Donc, lorsqu'on dit manager d'hommes, donc il faut qu'il sache communiquer, il faut qu'il ait des concepts de base en gestion de ressources humaines, il faut qu'il ait des concepts de base en sociologie. Aujourd'hui, il n'y a que des conflits dans les entreprises, etc. Donc, toutes ces compétences sont des compétences très importantes que les élèves ingénieurs à l'école, auxquels les élèves ingénieurs à l'école n'accordent pas du tout d'importance. Donc, pour eux, je suis très fort en conception, en génie civil, je suis très bon en calcul de structure en LPM, ou en béton et en charpente métallique. Le reste, c'est KFR. Donc là, c'est faux. C'est compliqué. Et même la formation humaine, sociale, etc., et de culture générale, il y a des cours de culture générale qui se donnent à l'école d'ingénieur. Lorsque votre patron vous envoie jeune ingénieur à l'étranger pour négocier un marché, pour acheter de la matière première, pour acheter une machine, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une première réunion de travail au sein de l'entreprise, peut-être que vous allez parler technique,
vous allez passer par la suite déjeuner ou dîner, et entre nous, si le courant passe bien entre vous et votre partenaire européen, vous allez vendre des produits ou acheter des produits. Si le courant passe mal, vous n'allez pas faire d'affaires. Et en rentrant, vous allez être ravi de l'entreprise. Alors, pour que le courant passe bien entre vous et ce chef d'entreprise ou ce décideur d'entreprise européen, vous allez parler de quoi? Du match d'espérance? Certainement pas, parce qu'il ne connaît même pas que l'espérance existe pour le partenaire italien ou allemand. Il faut que vous parliez de choses et d'autres. Donc, votre formation en économie, en politique, en technologie, en histoire, en sciences. Il va vous poser des questions sur l'histoire de votre pays, etc. Et donc, toutes ces composantes sont des composantes importantes. Et lorsqu'on les met dans un plan d'études, ce n'est pas là pour remplir des heures, ou alors pour vous occuper, ou alors pour faire la garderie. Parce qu'on considère que ce sont des composantes très importantes de la formation de l'ingénieur. Et l'ingénieur doit accorder de l'importance. Aujourd'hui, en tant que livre, évidemment, vous devez faire des activités pour faire des compléments à ces formations. Parce que quoi qu'on fasse à l'école, ce n'est pas suffisant. Un cours d'histoire des sciences qui se donne à la limite pendant 1h30 pendant la deuxième année et auquel plus que 50% sont absents, n'a pas formé votre personnalité dans ce domaine-là. Et donc là, vous devez continuer à avoir cette formation tout au long de la vie. Et à mon avis, elle est même plus importante que votre formation technique. Parce qu'au fond, ceux parmi nous qui travaillent savent qu'ils n'utilisent même pas 10% de leurs compétences techniques. Et puis le reste, c'est des compétences plutôt dans le management, dans la gestion, dans la communication, dans la rédaction. Moi, j'ai un copain qui est PDG d'une très grande entreprise tunisienne. Je lui dis, quel est le cours qui a été le plus important pour toi? Il m'a dit le cours de la correspondance administrative que m'a donné Mademoiselle Cheikh en CP1. Parce qu'en fait, on passe notre temps à écrire des lettres. Alors, celui qui était bien, il continue la définition pour vous dire que ça se rejoint. On a dit tout à l'heure, alors l'origine anglaise c'était ingénieur, ça vient de engine, et que c'est le français c'était ingénieur, ça vient de ingénieux, d'accord? Effectivement, donc là c'est une chose que je ne connaissais pas, que j'ai appris hier, que effectivement le français, dans le vieux français, il y avait la même origine. Donc les Français ont évolué sur leur conception de la formation d'ingénieur. Donc, ils disent en fait le mot ingénieur, le terme est attesté sous sa forme actuelle qu'à partir de la Renaissance. Donc, avant, le terme existait. Il s'agit d'une réflexion probable d'après ingénieur. Donc, ils ont utilisé le mot ingéniosité, etc. Et auparavant, dans le vieux français ou l'ancien français, c'était ingénieur ou ingénieur. Et donc, ça, il y avait le mot engine, encore, qui doit venir probablement d'un mot anglo-saxon. Et c'était probablement lié, justement, à la machine, ou lorsqu'on a découvert les premières machines. D'accord? Alors, ce qui m'a interpellé aussi, chose que je ne savais pas encore, c'est qu'il y a chez encore certaines nations une distinction, une différenciation entre l'ingénieur homme et l'ingénieur femme. Heureusement qu'en Tunisie, on n'a pas ce problème. Par exemple, chez les Belges, le féminin du mot ingénieur n'est pas ingénieur, mais ils utilisent le mot épicène. Dans d'autres pays, Canada ou France, il y a ceux qui disent femme ingénieur ou ceux qui ajoutent un E à la fin de ingénieur. Ça explique aussi ce qui se passe. En fait, en France, ils avaient une école polytechnique, mais une école polytechnique féminine, et c'était une école de seconde zone. Et puis, le pourcentage des femmes en Europe reste toujours très très faible par rapport au pourcentage des femmes dans nos écoles d'ingénieurs. Nous, on est autour de 40% jeunes femmes et jeunes filles, alors qu'en Europe, ce taux est beaucoup plus faible. Et je crois que c'est une opportunité extraordinaire chez nous, parce que, je le dis, la créativité, elle est souvent chez les femmes, elle est plus prononcée et plus accentuée chez les femmes. Donc, c'est une opportunité qui s'offre chez nous, plus qu'en Europe. Et donc, si on veut être créatif, effectivement, il faut continuer à renforcer cette composante présence féminine dans les écoles d'ingénieurs, parce qu'en fait, les femmes sont opératrices de changement. D'accord? Alors, les missions de l'ingénieur, telles qu'on les a vues tout à l'heure, à travers les différentes définitions, c'est conception, c'est innovation, c'est direction de projet, donc management, c'est réalisation et mise en œuvre de produits, de systèmes et de services, donc création
et mise en application, et c'est résolution de problèmes techniques complexes. Je suppose quoi en formation? Je suppose beaucoup de choses dont on a parlé tout à l'heure. Conception, c'est conception, donc c'est plutôt les aspects techniques et technologiques, innovation, direction de projet, c'est management, c'est gestion de projet, etc. Mise en œuvre, et puis résolution de problèmes complexes, ça veut dire un bagage scientifique solide, parce qu'on ne peut pas résoudre des problèmes complexes si on n'a pas le bagage mathématique et physique nécessaire. La physique nous permet de comprendre les phénomènes, et les mathématiques nous permettent de mettre ces phénomènes en équation, de résoudre ces équations, donc d'élaborer des modèles. Connaissances d'entreprise, scientifiques, techniques, économiques, sociales, environnementales, humaines, une solide culture générale, une excellente capacité de communication, et la communication doit être faite en plusieurs langues. L'arabe ne suffit pas, il faut d'autres langues. On ne peut pas être bon en dialecte tunisien pour dire on sera bon ingénieur. Un ingénieur est ouvert sur le monde, parce que d'abord, qui vous dit que vous allez travailler en Tunisie? Et en travaillant en Tunisie, vous allez travailler avec une multinationale, et en travaillant en Tunisie, vous devez ouvrir des livres et apprendre vous-même, donc vous devez être de bons communicateurs, au moins en deux langues. En Tunisie, on doit s'estimer heureux qu'on est réellement bilingue, arabe et français, c'est naturel. Le français n'est pas une langue étrangère pour nous, c'est quasiment une deuxième langue pour le Tunisien, c'est une richesse qu'on doit conserver et entretenir et renforcer. Mais il faut être ouvert sur la langue d'aujourd'hui, qui est la langue au moins anglaise. Moi, je dirais que l'ingénieur d'aujourd'hui doit commencer à intégrer la composante du chinois, parce que là-bas aussi, il y a des marchés, et c'est avec la Chine qu'il va y avoir beaucoup de développement dans le futur. Donc la communication est très importante. Parce qu'on dit communication, il faut dire que c'est une communication lue, écrite et parlée. C'est-à-dire qu'il doit bien parler, il doit bien réviser. Ça fait très mauvaise impression lorsque quelqu'un envoie un CV ou une lettre de motivation ou un document quelconque avec plein de fautes. Alors beaucoup d'entre vous, c'est un pourquoi ils n'ont même pas eu une réponse de la part de l'entreprise, et c'est parce qu'ils ont eu beaucoup de fautes probablement dans leur demande d'emploi, dans leur CV. J'en vois tous les jours, les étudiants m'écrivent tous les jours, je crois qu'ils doivent prendre soin lorsqu'ils écrivent une lettre au directeur, mais je ne vous cache pas que souvent, j'ai les cheveux hissés, parce que je me dis, attends, ce gars-là, est-ce qu'il est en train de comprendre les cours qu'on est en train de lui donner avec un français comme ça? Est-ce qu'il arrive à exprimer ses idées? C'est très grave, c'est très grave que quelqu'un communique mal. Parce que il déforme l'information qu'il est en train de transmettre. Et probablement qu'il ne comprend pas bien l'information qui est en train d'être transmise pour lui. D'accord? Donc la communication est une composante très très importante. La dimension humaine et sociale, je vous ai dit, un ingénieur, c'est un gestionnaire d'hommes, et il doit gérer tous les aspects, y compris les conflits, et donc il doit avoir cette ouverture, il doit avoir justement ses compétences. Et puis donc il doit être soucieux de l'environnement. Un ingénieur n'est pas... moi je me rappelle, quand j'étais étudiant, j'ai monté un club d'écologie à Lévis, et il y avait un gars qui est venu me dire, un collègue, un élève comme moi, il me dit, attends, nous, ingénieurs, on est producteurs de biens et de services, et on pollue. C'est contradictoire. Non, l'ingénieur, il a une responsabilité citoyenne. Il doit penser à la meilleure technologie, il doit penser à l'environnement, il doit penser à ce qu'il va laisser à ses enfants, comme un patrimoine naturel. Et puis, tous les aspects économiques, etc. Alors, je vous présente ici un peu deux camemberts. Là, il présente les pourcentages de cette formation. J'ai pris un cas de l'élite, mais en fait, c'est un cas, l'élite n'est pas un cas exceptionnel. Je peux vous dire que ça obéit à des normes en gros internationales, à chose près, que 11 peut être 12% ou autre, mais c'est en gros ça. À l'élite, donc, les 3 années de formation d'ingénieur, c'est d'abord sciences de l'ingénieur, autour de 15%, technique de l'ingénieur, encore un peu plus de 15%, donc technique de l'ingénieur, c'est encore des sciences, c'est des maths appliquées, en fait. Sciences de l'ingénieur, c'est encore des maths et de la physique. Les étudiants me disent toujours, mais on a fait 2 années préparatoires, ça suffit. Non, ça ne suffit pas, il y a encore des maths à prendre, parce que l'ingénieur a besoin de ces outils. Il a besoin encore de renforcer ses formations dans la compréhension des phénomènes, et donc il doit avoir des cours de physique. Et il lui faut aussi des cours de maths très appliqués. Cette fois-ci, c'est de l'optimisation, de la recherche opérationnelle, de l'analyse numérique, etc. C'est ce qu'on appelle le technique d'ingénieur, de l'informatique, etc. Par la suite, il a
à peu près la moitié du temps, il le passe sur les modules de la spécialité, au cas c'est une formation à la spécialité. Et il lui reste encore quelques, pour le cas ici de ce camembert, 11% pour les langues, cultures et sciences humaines. Je peux vous dire qu'à la limite, on fait autant de français que de maths, et 2 fois plus d'anglais que de maths. Et ça ne suffit pas. Et puis, donc, autour de 8%, sciences économiques, sociales et de gestion. Alors, le deuxième camembert, il intègre les années préparatoires. Donc, les années préparatoires, c'est essentiellement des maths, un peu de technique et un peu de communication. Donc, vous allez voir que la composante scientifique en sciences, donc, c'est très important. Sciences de l'ingénieur, finalement, ça représente presque 40% du cursus de l'ingénieur. C'est-à-dire les maths, la physique, représente la chimie, etc., représente 40% de la formation d'ingénieur, et c'est plus important que les modules de la spécialité. Parce qu'au fond, un ingénieur n'a pas de spécialité. Et si vous voyez en gros tous les ingénieurs qui travaillent, qui ont quelques années d'expérience, vous allez voir qu'ils n'ont pas travaillé dans un seul domaine d'expertise ou de spécialité. Ils travaillent, ils sont ingénieurs. Et on est ingénieur ou on n'est pas. D'accord ? Pour avoir ce comportement, il faut avoir justement une solide formation scientifique. Parce qu'une solide formation scientifique, accompagnée de quelques modules de spécialité, on vous apprend à résoudre l'équation de Laplace pour un cas. Si vous êtes électricien, ça va être un delta V qui est égal à 0. Si c'est un théoricien, ça va être un delta T égal 0, avec des conditions limites différentes. Et c'est la même équation. Et donc vous avez appris à résoudre l'équation pour un cas particulier, vous êtes capable de la résoudre pour d'autres cas. Il faut partir avec ce concept-là. Personnellement, je suis ingénieur génie civil. Je n'ai pas exercé un seul jour en génie civil. D'accord ? Je ne sais pas si je vous raconte mon cursus, vous allez voir que j'ai brassé dans tous les domaines. Et c'est le cas de tous les ingénieurs. Alors, toutes ces compétences, ce ne sont pas des choses parachutées. Parce que souvent, les étudiants viennent me dire ouais, on a trop de maths, oui, on a trop de ceci ou trop de cela. La formation d'ingénieur est réglementée par des instances. Et nous, on veut, quand on dit, que notre formation soit au même rythme qu'elle aille au même rythme que les formations au niveau international. Donc, au niveau international, il y a des instances d'accréditation. En France, ils ont quelque chose qui s'appelle la CTI, la Commission d'éthique de l'ingénieur. En Amérique, aux États-Unis, ils ont quelque chose qui s'appelle ABET, etc. Les instances d'accréditation sont des instances de normes composées d'ingénieurs du métier, mais aussi composées d'universitaires, d'anciens universitaires, très souvent des gens à la retraite. Donc, des gens à la retraite qui ont du recul sur la formation, qui ont travaillé pendant 40, 50 ans, peut-être dans l'université, et maintenant qui regardent avec une expérience, une solide expérience. Et les gens du métier aussi, qui connaissent le monde industriel et ses besoins. Et très souvent, ce sont des gens soit à la retraite ou soit à la retraite. Ces commissions-là, donc c'est eux qui fixent qu'est-ce qu'il doit y avoir comme ingrédient dans la formation d'ingénieur, qui disent il faut plus de ceci ou moins de cela, etc. Sans toutefois aller dans le détail, il faut que le cours de béton soit un cours de 21h30. Non, c'est pas ça. Mais ils donnent des grandes lignes et des grandes orientations. Donc il y a des instances comme ça dans pratiquement tous les pays. Et actuellement, il y a même une instance européenne qui coordonne entre tous les pays européens. Donc nous, en Tunisie, si on veut que notre ingénieur soit exploitable, que notre ingénieur soit employable par les multinationales, que l'entreprise tunisienne aille au niveau et aux standards internationaux, donc il faut que notre ingénieur soit lui aussi dans les standards internationaux. Donc je ne vais pas vous présenter un peu tous les documents de ces instances d'accréditation. Vous allez sur les sites web, vous allez trouver des choses comme ça, et c'est des centaines de pages à lire. Mais j'ai pris un résumé très rapide de TUNI, qui est une instance de coordination entre plusieurs de ces instances-là. Donc c'était à travers un financement européen que ce groupe TUNI a eu lieu. Et donc il a vu un peu qu'est-ce qui se fait au niveau européen. Alors quelles sont les compétences génériques d'un ingénieur? J'ai pris exactement leur terme pour ne pas les déformer. Donc, première compétence, c'est basic knowledge of the field of studies. Donc, en gros, la spécialité. spécialité. Basic, on parle basic knowledge. On parle sur une expertise totale. Basic knowledge. Basic knowledge of the profession. Il faut qu'ils connaissent le métier.
si je suis ingénieur génie civil, dans le métier de génie civil, ça peut être le chantier, comme ça peut être le bureau d'études, etc. Et donc, je dois connaître ces choses-là et comment opérer dans ces milieux-là. Donc, ça se fait essentiellement à travers des stages, à travers des compléments de formation. Ethical commitment. Ça, c'est très important. Le sens de l'éthique. Vous savez qu'aux États-Unis, lorsque le prof donne un sujet d'examen, il laisse les étudiants seuls dans la salle, et à la fin, il y a un qui se charge de ramasser les copies et de les ramener au prof. Personne n'a tendance à les copier. Je vous vois ça. Et si quelqu'un a vraiment commis la bêtise de le faire, ce sont ses copains qui vont le dénoncer et le dégager de cette classe. D'accord? Ça commence par là, l'éthique. Quelqu'un qui triche dans un examen, c'est quelqu'un qui est capable de prendre un pot de vin lorsqu'il a un grand chantier entre les mains, etc. Donc les ingénieurs, vous savez, le plus petit projet d'un ingénieur, c'est quelques milliards. D'accord? Donc, il faut les apprendre. Capacity for generating new ideas. Donc, créativité. Oral and written communication in native language. Vous allez travailler dans votre pays d'abord. Vous allez traiter avec des ouvriers. Les ouvriers, vous n'allez pas leur parler en anglais. Elementary computer skills. Les éléments de base. De base, je crois qu'aujourd'hui, de base, c'est-à-dire qu'il sait utiliser au moins un minimum de choses avec les outils informatiques. Parce que le concept de base, il varie selon la période de l'histoire où on est. Knowledge of a second language. D'accord? Ce que je dis ici, second language pour la Tunisie, ce n'est pas le français. D'accord? Le français, c'est notre outil de travail. Nous travaillons en français. Il ne faut pas se capter les gens, il ne faut pas avoir de complexe. Pour la Tunisie, là, parce que notre destin, c'est avec justement les autres pays. On doit être un pays ouvert. Et si vous regardez dans notre histoire, on a toujours été un pays ouvert. Alors, les la Constitution, vous savez qu'en Tunisie, on a eu la première constitution dans le monde arabe et dans le monde musulman. Pourtant, à l'époque, on était sous l'Empire ottoman. On a été inspiré par l'Occident, pas par l'Empire ottoman, les premières conflits. Et pourquoi? Parce que nos échanges étaient plus importants avec l'Europe qu'avec l'Empire ottoman. Donc, notre destinée, c'est d'être ouvert et de travailler pas uniquement avec l'Europe, avec le monde arabe, avec le monde occidental, aujourd'hui avec l'Extrême-Orient, la Chine, etc. Donc, il faut communiquer dans toutes ces langues, il faut avoir ces compétences. Capacity to learn, ça c'est le plus important. Parce qu'un ingénieur, ce n'est pas quelqu'un qui va travailler uniquement l'année prochaine, il va travailler dans les 30 ou 40 années à venir, au moins, vous avez 25 ans, vous allez travailler, j'espère, au moins jusqu'à l'âge de 70. D'accord? Est-ce que vous connaissez la technologie dans 5 ans ou dans 15 ans? Personnellement, je ne sais pas comment va évoluer la technologie dans 5 ans. Et donc, vous devez avoir la capacité d'apprendre. Capacity for applying knowledge in practice. Comment convertir ce savoir dans la pratique? Capacity for analysis and synthesis. Capacité d'analyse et de synthèse. Vous allez lire beaucoup de documents. Aujourd'hui, on est inondé par Internet, les documents sont de partout. D'abord, il faut faire la part des choses entre le vrai et le faux. Les documents, même lorsque vous avez l'impression que c'est un document scientifique, il peut être faux. Donc, vous devez avoir la jugeote pour dire ça peut être le vrai, et ça, ce n'est pas très sérieux, et celui qui l'a écrit n'est pas une personne très sérieuse. Et puis, il faut savoir synthétiser l'ensemble des documents qu'on lit, etc. Donc, le cours de français de première année de contraction de texte et de résumé de texte, c'est un cours très important. Research skills. Un ingénieur aujourd'hui ne peut pas vivre sans faire de la recherche et développement. C'est son quotidien. Il doit en faire comme il respire. Capacity to adapt to new situations. On doit s'adapter. Donc vous allez travailler tous les jours dans un nouveau contexte, etc. Interpersonal skills. L'ingénieur n'est pas un très bon élève. Un très bon ingénieur n'est pas forcément le meilleur de la classe.
de bon ingénieur, c'est celui qui était peut-être parmi les 5 ou 10 premiers de la classe, qui a fait aussi une activité club, qui a été dans les scouts, qui a fait un peu de sport, etc. Parce que tout ça fait partie de la formation. Le sport est très important. De temps en temps, on a vu le sport dans l'emploi du temps de l'élite, et c'était noté. Et c'était même avec des notes éliminatoires. Parce que lorsqu'on joue au foot ou en handball, lorsque j'ai le ballon entre les mains, que je suis devant le gardien de but, je dois décider très rapidement, est-ce que c'est à moi de shooter ou est-ce que je donne à mon copain qui shoot. D'accord. Quel est mon objectif? C'est d'augmenter mes chances de réussite, de mon équipe de réussite. Est-ce que c'est moi qui dois faire l'opération ou est-ce que je dois la donner à l'autre? D'accord. Donc ça m'apprend à travailler avec l'autre et faire une décision stratégique très rapide. Parce que si ce n'est pas très rapide, il y a un adversaire qui me pique le ballon. D'accord. Ça, on apprend uniquement dans le sport, en faisant du sport. Si on ne fait pas de sport, on n'apprend pas ce réflexe. On reste égoïste, je vais faire tout. Or, un ingénieur doit déléguer, doit travailler en équipe, doit partager et doit répondre très vite. Il ne doit pas réfléchir très longtemps, souvent. D'accord. Decision making, donc là, ça se comprend. Critical and self-critical ability. Il doit me repositionner de temps en temps et puis dire attention là. Appreciation of diversity and multiculturalism. Donc là, ce sont les 17 points génériques que TUNIC a posés. TUNIC, c'est donc un consortium d'instances européennes d'accréditation. Et donc, évidemment, toutes ces compétences génériques doivent être traduites en modules. Donc, le interpersonal skills, je peux dire, je mets un module de sport, je peux mettre une activité de club, voilà, un moyen d'études, voilà, des choses comme ça. D'accord. Et c'est à l'école de gérer selon ses moyens, selon son environnement, etc., quels sont les modules à mettre et quels sont les modules à ne pas mettre. D'accord. Parce qu'on ne peut pas tout enseigner en 3 ans, en 5 ans, etc. Alors, les fonctions et les métiers d'ingénieur, là, j'ai rien inventé. J'ai pris ce qui existe à Wikipédia. Ce n'est pas la peine que je vous dise tout ça en détail. Vous allez sur Wikipédia, vous allez trouver tout ça. J'ai fait juste un copier-coller. Mais il dit en fait que l'ingénieur intervient principalement au niveau de la recherche-développement ou de la fabrication de produits. Il apporte son expertise technique et sa créativité en tenant compte de contraintes de temps, de ressources, d'innovation, d'ergonomie et de respect de l'environnement et des réglementations. Bien sûr, c'est très important d'avoir la composante réglementation, normes, etc. Sinon, son produit est plus souvent. Le métier d'ingénieur est très différent suivant les secteurs d'activité. Il intervient dans les domaines suivants, donc la R&D, l'application, donc la partie industrielle ou le chantier en quelque sorte, la qualité, le contrôle, la sécurité, ça c'est une composante très importante, très à jour aujourd'hui, à l'ordre du jour, donc hygiène, sécurité, environnement, c'est une composante très importante. Aujourd'hui, quelqu'un d'entre vous qui se fait qualifier dans ce domaine-là, il va se faire piquer par toutes les multinationales qui sont en Tunisie, mais aussi à l'étranger, et il aura un salaire 5 fois plus important que ce canal. Et il est dans la vente aussi, l'ingénieur est dans le business. Donc un ingénieur doit vendre son produit, même si ce n'est pas lui le technico-commercial, mais lorsqu'il présente un produit, il doit le présenter pour faire aimer ce produit, pour faire en sorte que certaines entreprises l'achètent. Alors comment? Je l'ai dit tout à l'heure, l'ingénieur doit être animé d'un esprit entrepreneurial. Donc, il ne suffit pas de venir prendre les 30 heures de cours qui seront à l'école et de partir. Il faut faire plus. Assister à des clubs, participer à des associations, participer à des compétitions, etc. Et donc, l'esprit entrepreneurial ne s'apprend pas à l'école, ce ne sont pas des équations, il n'y a pas de recettes, ça s'apprend par la pratique. On apprend à marcher lorsqu'on est bébé qu'en marchant, et qu'en tombant de temps en temps. Il doit être impliqué donc dans la vie de l'école et dans la vie de l'entreprise. Lorsqu'on est ingénieur, on ne fait pas 40 heures et on part. On doit avoir l'entreprise dans son cœur. Un ingénieur ne compte jamais les heures. Lorsqu'on est ingénieur, on travaille souvent 16 heures par jour. Et ça continue après le départ de l'entreprise. Il doit être impliqué dans la société civile. Il doit être concerné par les problèmes économiques, sociaux et de développement. Donc, je dois réfléchir à développer au sein de mon entreprise, à réfléchir aux impacts
que ça peut avoir sur la société, à réfléchir à imaginer des produits qui peuvent répondre à des besoins de la société, etc. Et il doit être sensible au problème de l'environnement et du développement durable, donc il doit avoir toujours en tête et à l'esprit cet aspect-là, parce que sinon il devient un pollueur. Voilà, en gros, ce sont des idées que je voulais un peu partager avec vous. Je n'ai pas un plan réel pour cette présentation, mais j'ai voulu juste mettre ces idées pour qu'on puisse avoir des outils avec lesquels on peut commencer à discuter. Et effectivement, je crois que les idées peuvent venir de chez vous, vous êtes jeunes, vous avez des belles idées. Et je veux juste terminer par un mot que nous disait notre directeur et patron, Stéphane Marquet, il disait un ingénieur n'est pas un chercheur d'emploi, c'est un créateur d'emploi et d'activité. Donc là, s'il vous plaît, tous ceux aussi qui se viennent dire je n'ai pas trouvé un boulot, c'est à vous de créer le boulot. Le boulot, c'est à vous de créer, soit en créant une entreprise, soit en le créant. Moi, du temps où, le jour où j'ai eu mon diplôme, j'ai été recruté tout de suite à l'élite pour faire un DEA à l'époque, j'ai eu un poste d'ingénieur, mais au mois d'août, j'ai eu le cafard. Je me suis dit, attends, cette histoire de DEA, il n'y avait pas de DEA à l'époque à l'élite, et surtout que ce DEA, comme on m'a promis de m'inscrire en DEA en France tout en restant à l'élite pour faire un projet, il se peut que ça ne se concrétise pas, il se peut que je n'aurai pas les moyens, etc. Et un jour, j'étais au milieu du mois d'août, je passais devant la STEC, je me suis dit, tiens, je vais entrer à la STEC pour voir quelles sont les opportunités. À l'époque, un ingénieur à la STEC, c'était quelque chose de d'autre chimique. La STEC, c'était les employeurs. Je suis entré chez le ressources humaines, je me présente, je lui dis, voilà, je dois chercher un emploi, etc. Le monsieur me dit, aïe, 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 vous n'avez vraiment pas de chance. Parce que la STEC n'a pas embauché depuis 3 ans. C'était les années de crise, la période de vague. Et aujourd'hui, un entretien, un test psychotechnique pour les demandes qui ont eu lieu depuis ça. Puis il réfléchit un peu et me dit, bon, finalement, tente ta chance, va faire la queue. Si le jury t'accepte, discute avec toi. Je vais faire la queue, je n'ai aucune idée de la STEC, comment je vais me présenter. Je fais la queue, tout le monde passe, il y avait 11 personnes devant moi, j'étais le 12e. Ils ont terminé, ils étaient en train de faire une approche, j'ai dit non, il y a encore moi. Alors le président du jury me dit, enfin, toi tu es qui, on n'a pas ton dossier, etc. Je lui raconte mon histoire, j'ai dit, je peux me présenter. Alors je m'amène et il me dit, bon, il me pose quelques questions, etc. Il me dit, pourquoi tu es venu à la STEC? Lorsqu'on va dans un entretien d'embauche, on ne veut pas, oui, je veux travailler. Non, il faut proposer quelque chose. Effectivement, c'est l'idée que je me suis faite. Je me suis dit, moi, en étant à l'élite, j'ai participé à un club de calcul de structure. Et à l'époque, on avait justement les cartes calculées. Ensuite, on a acheté un VAX à l'élite. Et je sais que la STEC a acheté un VAX 3 mois plus tard. Je me suis dit, je vais accrocher sur l'histoire du VAX. Je lui ai dit, moi, j'ai participé à un club de calcul de structure. Et puis l'année dernière, j'ai été en stage dans une entreprise équivalente à la STEC à l'étranger. J'étais dans le bureau d'études qui fait le calcul des poteaux en charpente. Je suis très bon en charpente, ce qui est vrai, je ne vais pas raconter global. Et donc je veux monter à la STEC une équipe qui fait du calcul de structure pour les poteaux électriques, les grands pylônes électriques en charpente. C'était mon projet. Ils commençaient à m'écouter. On a discuté longuement de cela, et puis on me dit, attends, nous on veut quelqu'un qui va travailler dans la topographie. J'ai eu des cours de topographie. Mais pour être très franc, la topographie, on la faisait à rien, etc. Je me rappelle bien que le semestre où j'avais un cours de topographie, c'était un jeudi matin. Et sur les 15 semaines du jeudi, je n'ai eu de cours que pendant 2 jeudis. Parce que chaque fois que je vais à la Vienne, à l'époque, il y avait des grèves. Et oui, alors, voilà, c'est la vérité. Donc moi, j'ai eu 2 séances de topographie. Mais je peux vous confirmer que je peux m'y mettre. Et puis, si vous voulez un topographe opérationnel aujourd'hui, c'est pas moi. J'étais très franc. On a discuté du tout et de rien, et puis ils me disent, oui, dommage, de toute façon, nous, on ne recrute qu'un seul, toi, tu n'as même pas un dossier, et puis tu ne connais pas la topo. Donc, au revoir, merci. Je suis parti. 5 jours plus tard, je reçois une lettre, et on me dit, tu es embauché à la STEC. Et entre-temps,
tu vas être inscrit à l'étranger pour faire le DOA. J'étais sur le bonheur de l'Aztec pour lui dire, je suis désolé, mais voilà, je vais être inscrit en DOA et je pars. Alors, il me dit, شوف انت صغير وما تعرفش فما حتى واحد جاته اوفر في ستيك وفرح خذ جماعه فكر. C'était en ces termes. Pendant 4 semaines, j'ai reçu la lettre. Je croyais que j'étais meilleur que tous ceux qui sont passés devant moi. C'était des collègues qui ont eu le diplôme une année avant, c'était des collègues qui ont fait un peu d'expérience, etc. Je crois que la différence qui a retenu ce jury, c'était parce que d'abord j'étais très fort et j'avais un projet. Je ne suis pas venu demander un emploi, je veux travailler à l'Aztec parce que l'Aztec à l'époque donnait une voiture, donnait un crédit pour acheter une maison, l'Aztec donnait des tickets restaurants, avait un bon service social et puis l'électricité gratuite. Ce n'est pas mon projet, d'accord? Donc lorsqu'on vient dans une entreprise, on vient avec un projet. Lorsqu'on va contacter une entreprise, il faut d'abord se renseigner sur l'entreprise, il faut se faire une idée sur quels sont ses désirs, et il faut montrer vos points forts qui peuvent répondre à ces désirs. Et ça, c'est très important. Une demande d'emploi, c'est quelque chose qui se prépare, qui se travaille. Ça aussi, c'est un message que je donne aux jeunes, car il n'y a pas d'ingénieur qui est au chômage. Aujourd'hui, l'économie tunisienne a besoin d'ingénieurs, l'économie étrangère a besoin d'ingénieurs. Les ingénieurs s'exportent bien. Il faut savoir s'exporter, tout simplement. Lorsque vous envoyez une demande d'emploi, il faut écrire la bonne lettre. Il faut montrer vos compétences, les bonnes compétences desquelles l'entreprise a besoin. Vous allez travailler. Allez voir en Algérie ou en Libye. Bon, en Libye, aujourd'hui, peut-être pas, ils ne sont pas structurés, mais il y a quelques années, c'était possible. Aujourd'hui, bon, mais j'espère que dans très peu de temps, la Libye va demander énormément d'Algérie. Allez voir l'Algérie, les pays du Golfe, et l'Europe elle-même. Regardez combien parmi vos camarades travaillent en Europe. Mais s'ils travaillent en Europe, c'est parce qu'ils ont eu dans leur formation un cursus qui répond justement à ces exigences que j'ai présentées depuis. Donc là, de grâce, arrêtez l'histoire d'une avec beaucoup d'étudiants, ou même de camarades de jour, ceci, etc. Donc, le TP, c'est important dans la formation d'ingénieur, mais ce n'est pas tout. D'ailleurs, sachez qu'à l'école des ponts de chaussée, il n'y a pas de TP. Pourtant, c'est une école très prestigieuse. Et dans d'autres écoles, à Centrale, il y a très peu de TP, l'île de Paris, il y a très peu de TP. Ce n'est pas uniquement une formation pratique, la formation d'ingénieur. Il faut un peu de TP, il faut savoir ce que c'est. Il faut une formation pratique, il faut savoir ce que c'est. La formation d'ingénieur n'est pas une formation de technicien supérieur. Donc là, ce sont quelques réflexions que je voulais partager. Je ne peux pas être long, mais j'aimerais plutôt discuter avec vous et plutôt